Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Réponse A. Je ralentis et le laisse passer. Réponse B. J'accélère et je ne le laisse pas passer. Alors ici, on a une question très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une configuration que vous allez souvent retrouver lorsque vous allez avoir votre permis. C'est-à-dire que là, à notre droite, on a donc une voie réservée. On ne sait pas laquelle, mais c'est une voie réservée. Sûrement une voie de bus. Et dans cette voie, on a un van, donc gris, devant nous, qui est à l'arrêt. Donc le vélo, en fait, se trouve dans une situation où il va devoir se décaler à gauche. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Parce qu'on pourrait se dire, le vélo est dans sa voie réservée, moi je suis dans ma voie, le vélo se débrouille. Oui, on pourrait dire ça si c'était par exemple un véhicule. Mais là, le cycliste est un usager vulnérable. Il n'a pas de carrosserie qui l'entoure. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on va le laisser passer. On va le laisser passer afin qu'il puisse contourner le van en toute sécurité. Donc ici, le cycliste tend son bras pour tourner à gauche et je ralentis et le laisse passer. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 2. Cet indice triangulaire représente l'indicateur du témoin d'usure du pneu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, sur le flanc d'une roue, il y a plusieurs indices. Mais avant d'aller plus loin, c'est quoi une roue ? Ça a l'air d'être une question simple comme ça, mais je vous assure que c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Alors, une roue, elle est constituée de deux choses. Tout d'abord, elle est constituée d'un pneu. Un pneu, c'est fait en caoutchouc. Donc ce pneu, il aura une hauteur qu'on va appeler le flanc et une largeur qui constituera sa bande de roulement. Donc la bande de roulement, c'est ce qui est en contact avec la route. Ce pneu, il va être solidifié par ce qu'on appelle une jante. La jante, c'est la structure du pneu. C'est ce qui donne la solidité au pneu. En général, c'est une jante métallique. Alors, il y a plusieurs indications sur le flanc d'un pneu qu'on appelle des indices alphanumériques. Alpha pour alphabet, numérique pour numéro. Donc des indices qui ont un code fait de lettres et de numéros. Alors, ici, regardez par exemple. Ici, on a par exemple la dimension du pneu. Ici, 215, ça veut dire que la largeur du pneu est de 215 mm. Un peu plus loin, on aura ce qu'on appelle l'indice de charge et de vitesse. Donc, 96, ce sera l'indice de charge. Ça indiquera en fait la masse que peut supporter cette roue. Attention, 96, c'est pas en kilos, c'est un indice. Et ensuite, juste après, une lettre qui va représenter son indice de vitesse, c'est-à-dire la vitesse que la roue peut supporter. Ensuite, très important aussi, vous voyez, on a ce qu'on appelle le dot. À la fin du dot, on a une série de 4 chiffres. Par exemple, ici, 35, 17. En fait, c'est la date de fabrication du pneu. Alors, comment on lit ça ? 35, ça veut dire 35e semaine, et 17, l'année 2017. Alors, pourquoi c'est important ?
Alors, ce sera déjà pour toi important quand tu achèteras une roue. Savoir si ton prestataire ne t'a pas mis une vieille roue. En plus de ça, il faut que tu saches que une roue a une date de péremption. C'est-à-dire qu'au-delà de 10 ans, la roue n'est plus viable. Et enfin, on a ce qu'on appelle l'indicateur d'usure. En général, il est triangulaire, mais il peut être aussi noté TWI. Alors TWI pour Tread Wear Indicator. C'est en fait l'indicateur du témoin d'usure. Donc ici, est-ce que cet indice triangulaire représente l'indicateur du témoin d'usure? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Je m'insère devant le camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'insère derrière le camion. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on est sur une voie d'accélération. Vous voyez bien qu'on a cédé le passage. Ici, le camion est devant moi et j'aurai pas le temps de pouvoir m'insérer devant lui. Là, on risque clairement l'accident, le choc. Donc ce que je fais, c'est que je laisse passer le camion et ensuite je m'insère derrière lui. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 4. Stationner à cet emplacement constitue un stationnement. Réponse A, dangereux. Réponse B, abusif. J'encours une amende. Réponse C, oui. Réponse D, non. Alors, il faut que tu saches qu'il y a différents types de stationnement interdits. Alors, tu as tout d'abord les stationnements dits abusifs. Ensuite, tu as les stationnements gênants. Ensuite, les stationnements très gênants. Et enfin, les stationnements dangereux. Alors, il faut que tu saches que se garer devant un passage à niveau constitue un stationnement dangereux. C'est le stationnement le plus grave que tu peux commettre. Alors, ce stationnement est puni par une amende de 135 €, un retrait de 3 points sur ton permis de conduire, mais également, si tu ne retires pas ton véhicule à temps, une mise en fourrière de ton véhicule. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 5. En tant que conducteur, je perçois tout ce qu'il se passe autour du véhicule. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, là, on en vient au champ de vision d'un conducteur placé dans un véhicule. Alors, déjà, tu dois savoir que le champ de vision binoculaire d'un être humain est de 120 degrés. Hein. Contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas de 180 degrés, mais il est bien de 120 degrés. À l'arrêt, lorsqu'il regarde tout droit. Hein, parce qu'effectivement, le champ de vision se rétrécit avec la vitesse. Mais à l'arrêt, il est de 120 degrés. Alors, là, ce que tu vois donc en vert, c'est le champ de vision avant. Alors, c'est pas totalement ça, parce que vous voyez, il y a des traverses dans l'habitacle, à gauche et à droite, qui vont obstruer le champ de vision avant. Voilà, donc ça va constituer des angles morts, on va dire avant, gauche et droite.
Alors, à l'arrière, derrière les 120 degrés, normalement, il ne voit rien. Cependant, on a des éléments qui vont nous permettre, en fait, d'agrandir notre champ de vision de manière, on va dire, artificielle, grâce au rétroviseur, c'est-à-dire grâce au miroir. Alors, on va tout d'abord avoir le rétroviseur intérieur, qui va, lui, augmenter notre champ de vision arrière de cette manière. Ensuite, on va avoir le rétro gauche et le rétro droit. Alors, par contre, on va avoir, si vous regardez bien, il reste des angles morts à gauche et à droite. Donc là, que j'ai mis en rouge. Donc, on voit bien que dans un véhicule, un conducteur ne peut pas tout percevoir de ce qui se passe autour de son véhicule. Donc, la bonne réponse ici va être la réponse B. Question numéro 6. La voiture est bien garée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on voit une voiture qui est garée à cheval sur le trottoir et sur une place de parking. Alors, sachez que se garer sur un trottoir, c'est ce qu'on appelle un stationnement très gênant. Donc, c'est une infraction de classe 4, 135 € d'amende. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 7. Cet appareil est réponse A, un éthylotest. Réponse B, un éthylomètre. Un éthylotest permet de mesurer l'alcoolémie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ce que tu vois sur la photo, c'est ce qu'on appelle un éthylomètre. À ne pas confondre avec des éthylotests, qu'ils soient chimiques ou électroniques. Alors, c'est quoi la différence entre un éthylotest et un éthylomètre ? L'éthylomètre, d'accord, déjà, il n'y a que les forces de l'ordre qui le détiennent. Tu pourras jamais acheter un éthylomètre, toi, tout seul, dans ton coin. C'est pas possible. Également, cet éthylomètre permet de mesurer l'alcoolémie. Alors qu'un éthylotest, qu'il soit chimique ou même électronique, ne permet pas de mesurer de manière exacte. Il permet de dépister l'alcoolémie. D'ailleurs, c'est pour ça que quand la police fait des contrôles d'alcoolémie, ils commencent déjà par un éthylotest, qu'il soit chimique ou électronique, et ensuite, si le test est positif, qu'est-ce qu'ils font ? Ils te font passer à l'éthylomètre. Pourquoi ? Parce que l'éthylomètre, c'est un appareil légal, qui s'est utilisé pour des procédures légales auxquelles il y a une procédure judiciaire. Et cet appareil, il est contrôlé lui-même. Cet appareil est lui-même contrôlé de manière régulière. Il a un carnet métrologique. D'ailleurs, tu peux voir sur cet appareil qui a marqué « Vérifié le 13 septembre 2016 ». Voilà. Et validité le 12 septembre 2017. Il a une validité d'1 an. Donc, ici, pour répondre à la question, cet appareil est un éthylomètre. Et un éthylotest permet de mesurer l'alcoolémie ? Non, il ne permet pas de mesurer l'alcoolémie. L'éthylotest permet de dépister l'alcoolémie. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 8. Je peux rouler avec ce véhicule ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut que tu saches que la plaque d'immatriculation doit être visible. Dans ce cas-là, la plaque, elle n'est pas visible. Donc, tu peux être sanctionné
pour carte d'immatriculation illisible. Ça, c'est une amende, c'est une contravention de 4e classe et une amende de 135 € sans retrait de points. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 9. Le croisement s'avère difficile. Je ralentis ou je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, comme tu le vois, donc il y a assez d'espace pour passer, mais c'est juste. Donc quand c'est juste comme ça, on va faciliter le passage au bus, surtout en agglomération. Donc on ralentit ou si besoin, on s'arrête pour le laisser manœuvrer. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 10. La voie de droite est réservée aux poids lourds. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on est sur une route hors agglomération, séparée par un terre-plein central. La voie de droite, comme on le voit avec les lignes épaisses discontinues, est une voie donc réservée. Alors, elle est réservée à qui ? Cette voie, elle est réservée aux véhicules lents. Et des véhicules lents, il peut y en avoir plusieurs. Des poids lourds euh, euh, peuvent avoir une vitesse lente, peuvent être considérés comme des véhicules lents, mais des voitures aussi peuvent avoir une vitesse lente. Alors, c'est quoi une vitesse lente quand on parle de voies réservées aux véhicules lents ? C'est tous les véhicules qui ont une vitesse inférieure à 60 km/h. Donc ici, la voie, elle n'est pas réservée spécifiquement aux poids lourds, elle est réservée à tous les véhicules qui ont une vitesse inférieure à 60 km/h. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 11. Le véhicule doit marquer l'arrêt au stop. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici on est dans une intersection, on voit en face de nous donc un véhicule qui a passé le stop, et à sa droite, un policier avec les bras écartés de profil. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là le policier il est en train de réguler la circulation dans cette intersection. Lorsque c'est un agent de police qui régule la circulation, alors il remplace la signalisation. C'est-à-dire qu'il remplace les feux et les marquages au sol. Donc, il faut savoir que les agents de police, lorsqu'ils régulent la circulation, ils utilisent des signes. Alors, ils utilisent plusieurs signes, mais ils en utilisent deux plus particulièrement. Alors, c'est les bras écartés vus de face et de dos, qui signifient l'arrêt obligatoire, et les bras écartés vus de profil, qui signifie une autorisation de passer. Comme c'est le cas ici, dans cette situation. Donc, ici, le véhicule ne doit pas marquer l'arrêt au stop car le policier lui fait signe de passer. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 12. Pour protéger la victime, il faut réponse A, poser un triangle de présignalisation. Réponse B, déplacer la victime sur le trottoir.
Alors, n'oubliez pas, hein, lorsque vous êtes témoin ou protagoniste d'un accident, hein, il y a une procédure à suivre qu'on appelle le pas et qui nous dit comment intervenir. Alors ici, on est dans la protection d'une victime. Donc, comment protéger une victime? C'est très simple. Mettre un triangle de pré-signalisation 30 mètres avant la victime. Et s'il y a un véhicule, mettre le véhicule en feu de détresse pour prévenir les autres usagers. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 13. Si la voiture avance jusqu'au céder le passage, le camion pourra tourner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, c'est un sujet qu'on a déjà traité dans un autre test. Ici, on va parler de rayon de braquage. Donc un camion, de par sa longueur, aura toujours un rayon de braquage plus grand que celui d'une voiture. Dans ce cas-là, si la voiture s'était avancée jusqu'au pointillé du céder le passage, le camion ne pourrait pas tourner correctement. Il le toucherait, tout simplement. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 14. Un véhicule peut se situer dans l'angle mort d'un deux roues. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va revoir la vidéo. Voilà. Et là, regardez, là, sur le rétroviseur gauche, on voit une voiture qui grossit, donc qui s'approche. Et là, hop, là, on ne la voit plus. D'accord? Donc, si on ne la voit plus, c'est tout simplement que la voiture est dans l'angle mort du deux roues. Voilà. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 15. Je peux rouler. Réponse A, en feu de position. Réponse B, en feu de croisement. Réponse C, en feu de route. Alors ici, on est en agglomération éclairée de nuit. Donc, je peux rouler en feu de position et ou en feu de croisement. Par contre, il est strictement interdit de rouler en feu de route en agglomération. C'est normal. Feu de route. Ce sont des feux réservés à la route. Donc ici,
Les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 16. Le système Start and Stop permet l'arrêt et le redémarrage automatique du véhicule. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ça fait partie des aides à la conduite qu'il faut connaître absolument, car les questions sont récurrentes dans les tests officiels de la nouvelle réforme, notamment sur ce sujet du Start and Stop. Donc, je vous incite fortement à connaître toutes les aides à la conduite présentes dans un véhicule. Il y en a à peu près une dizaine. Je vous incite à les apprendre. Donc, effectivement, ici, le système Start and Stop permet l'arrêt et le redémarrage automatique du véhicule. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 17. Cette rue est à sens unique. Pour les véhicules motorisés, oui, réponse A, non, réponse B. Pour les cyclistes, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, ici on est sur un panneau qu'on appelle panneau de double sens cyclable. Alors, de quoi est composé ce panneau? Tout d'abord, une flèche à droite, d'accord, et une flèche à gauche en sens contraire avec un vélo. Qu'est-ce qu'il veut dire? La grande flèche à droite, elle est réservée aux véhicules motorisés, donc ça indique que cette rue est à sens unique pour les véhicules motorisés et que les vélos ont le droit de circuler en sens contraire, mais également, ils ont aussi le droit de circuler dans le sens des véhicules motorisés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, comme le panneau l'indique, c'est un panneau de double sens cyclable. C'est-à-dire que les cyclistes peuvent circuler en double sens dans cette rue, mais pas les véhicules motorisés. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 18. Ce tableau de bord montre un véhicule. Réponse A, dont le réservoir est vide. Réponse B, équipé de l'ESP. Réponse C, équipé de l'ABS. Alors, déjà, première chose, on peut voir que le tableau de bord montre un véhicule dont le réservoir est plein, comme tu peux le voir. Quasiment plein, en tout cas. Le tableau de bord montre aussi que ce véhicule est équipé de l'ABS et qu'il est équipé de l'ESP. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 19. Le manque de sommeil peut provoquer des accidents. Oui, réponse A, non, réponse B. Bien sûr, question facile, le manque de sommeil va diminuer votre vigilance et donc va être à l'origine d'ailleurs de nombreux accidents. Donc la bonne réponse ici sera la réponse A. Question numéro 20. Entre le début d'un indice, ici le feu orange, et le début du freinage, il s'écoule. Réponse A, 1 seconde. Réponse B,
2 secondes. Réponse C, 3 secondes. Alors, cette question, elle est super importante car elle est très souvent posée lors des examens officiels du code de la route. Alors, tendez bien l'oreille parce que c'est important. Cette question, elle va introduire une notion très importante qui est celle du temps de réaction. Alors, déjà, c'est quoi le temps de réaction ? Le temps de réaction, c'est le temps qu'il va me falloir entre le moment où je perçois avec mes yeux un danger, par exemple ici le feu orange, et le moment où je vais agir, par exemple ici freiner. Ce temps de réaction est de 1 seconde pour une personne normale, c'est-à-dire dans des conditions normales. Qu'est-ce qui va se passer exactement durant ce temps de réaction ? Comme on l'a dit, tout d'abord, on va percevoir le danger. Ensuite, on va analyser le danger. Ensuite, on va prendre une décision. Et enfin, on va agir. Par exemple ici, freiner. C'est ce qu'on appelle le PADA. P-A-D-A. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. De plus, bon à savoir, durant ce temps de réaction, on va parcourir une certaine distance, qu'on appelle la distance parcourue pendant le temps de réaction. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 21. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut que vous sachiez une chose. C'est que en France, on roule à droite. Donc, ici, on est très mal placé. On n'a pas le droit de rouler au milieu. À part si vous dépassez une voiture qui est dans la voie de droite. Donc, ici, on est très mal placé. On doit se rabattre. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 22. La conductrice a posé un triangle de présignalisation après une immobilisation de son véhicule. Elle a respecté la procédure réglementaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a un usager qui a une voiture immobilisée. Alors ça peut être pour une panne ou un accident, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que la voiture est immobilisée. Est-ce qu'elle a respecté la procédure réglementaire ? Alors, ici on voit qu'elle a posé son triangle de présignalisation 30 mètres en amont du véhicule. Ce qui est une bonne chose. Cependant, c'est pas assez. Il y a 2 choses qu'elle a oublié de faire. La première chose, c'est de mettre ses feux de détresse. Ça, c'est la première chose qu'il y a à faire lorsque ta voiture est immobilisée sur la route. Alors, tu vas me dire, oui, mais vu qu'on ne sait pas si elle est en panne ou qu'elle a eu un accident, peut-être que sa batterie ne fonctionne plus et qu'elle ne peut pas mettre ses feux de détresse. Là, je te donne un point. T'as raison, c'est possible qu'elle puisse pas allumer ses feux de détresse.
D'accord, je suis d'accord. Mais par contre, il y a un autre truc qu'elle a oublié de faire, qui est indépendant du véhicule ou de l'état du véhicule. Alors c'est quoi qu'elle a oublié de faire? Ben, elle a oublié de porter son gilet haute visibilité, qui est obligatoire en cas d'immobilisation du véhicule lorsqu'on sort. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est 1. Mettre les feux de détresse, quand on le peut. 2. Mettre son gilet haute visibilité. 3. Aller chercher son triangle et le poser 30 mètres en amont du véhicule. Donc ici, elle n'a pas respecté la procédure réglementaire. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 23. L'appui-tête est bien réglé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pour que l'appui-tête soit correctement réglé, il faut que le haut de l'appui-tête soit aligné avec le haut du crâne. Donc ici, c'est bien le cas, donc l'appui-tête est bien réglé. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. Je ne m'arrête pas à un contrôle de police. Cela constitue réponse A, un refus d'obtempérer. Réponse B, un délit de fuite. Alors, vous êtes nombreux à me poser cette question par mail. Alors, je vais y répondre. Donc, qu'est-ce qu'un refus d'obtempérer? Alors, un refus d'obtempérer, c'est lorsque vous refusez de vous soumettre à un contrôle de police. Que vous ne vous arrêtez pas à un contrôle de police. Tout simplement. Un délit de fuite, c'est autre chose. Un délit de fuite, c'est lorsque vous faites un accident, vous ne vous arrêtez pas. Voilà. C'est ne pas s'arrêter après avoir effectué un accident. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 25. L'utilisation du klaxon est réglementée. Réponse A, en agglomération. Réponse B, hors agglomération. Est autorisé hors agglomération de jour. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, l'utilisation du klaxon est réglementée. Alors vous avez deux cas. Le cas agglomération et le cas hors agglomération. Alors, en agglomération, de jour comme de nuit, l'usage du klaxon est strictement interdit. Bien sûr, sauf danger imminent. Hors agglomération, c'est différent. Hors agglomération, tu es autorisé à utiliser ton klaxon de jour selon certaines situations. Par exemple, à l'arrivée d'un virage sans visibilité. Par contre, elle sera interdite de nuit. De nuit, il faudra utiliser des appels de phare. Bien sûr, il y a toujours une exception, c'est le fait d'être devant un danger imminent, même hors agglomération. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A, B. Question numéro 26. La distance de freinage à 90 km/h est de réponse A,
67 mètres. Réponse B, 32 mètres. Réponse C, 54 mètres. Réponse D, 38 mètres. Alors, il faut que vous sachiez qu'il y a 4 distances à connaître pour passer votre code de la route. Si vous ne savez pas les calculer, ne pensez pas à passer votre code. Alors, il y a la distance d'arrêt, la distance parcourue durant le temps de réaction, la distance de sécurité et la distance de freinage. À 90 km/h, la distance de freinage est de 54 mètres. Pour tous ceux qui veulent savoir comment on calcule la distance de freinage, je vous invite à aller dans l'information. La bonne réponse ici est la réponse C. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite, mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité, d'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement. Vous allez voir, ça va bien se passer. Allez, question suivante. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 27. Cette balise signale A. Un passage à niveau à 150 mètres. B. Un virage dangereux. C. Un obstacle. Alors, un passage à niveau sera représenté par une balise, un petit poteau blanc avec des traits rouges pour indiquer la distance du passage à niveau. Un virage dangereux, quant à lui, sera représenté par ce qu'on appelle une balise à chevron, alors qu'un obstacle sera représenté par cette balise, un petit poteau blanc avec des bandes bleues. La bonne réponse est donc la réponse C. Question numéro 28. Je circule sur autoroute. La vitesse maximale autorisée est de réponse A, 50 km/h. Réponse B, 110 km/h. Réponse C, 130 km/h. Alors, ici, comme tu le vois, on a un brouillard avec une visibilité inférieure à 50 mètres. Donc, la règle, c'est que la vitesse maximale autorisée est de 50
km/h, comme le montre ce document que tu pourras retrouver dans l'information. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 29. Réduire sa vitesse de 10 km/h permet de réduire les émissions de CO2. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça c'est une question qu'on a vue à plusieurs reprises, que ce soit sur les vidéos YouTube ou la formation. Alors je vous mets un document de formation qui vous montre en fait les 10 conseils pour une éco-conduite. Donc parmi ces 10 conseils, il y a effectivement le conseil numéro 5 qui est de celui de rouler moins vite. Et plus particulièrement, d'abaisser quand on peut le faire, sa vitesse de 10 km/h en dessous de la vitesse maximale autorisée, afin de réduire les émissions de CO2. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 30. Un passager adulte n'a pas sa ceinture. En tant que conducteur responsable de mon véhicule, j'encours. Réponse A. Une contravention. Réponse B. Un retrait de points. Réponse C. Aucune sanction. Alors, dans le cas de passagers adultes qui ne mettraient pas leur ceinture dans un véhicule, le responsable est le passager adulte. Ce ne sera jamais le conducteur. Le conducteur ne sera pas sanctionné si une personne ne met pas sa ceinture, une personne adulte en tout cas, ne met pas sa ceinture dans votre véhicule. Par contre, si le passager est un mineur, donc de moins de 18 ans, vous serez responsable et vous aurez votre contravention. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 31. Je vérifie régulièrement la pression. Réponse A, des pneus avant et arrière. Réponse B, de la roue de secours. Le véhicule est équipé d'un témoin de pression de pneus. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, la vérification des pneus doit s'effectuer régulièrement, à peu près une fois par mois. Vous devez vérifier les pneus avant et arrière, et également la pression de la roue de secours. Pour savoir si le véhicule est équipé d'un témoin de pression de pneus, si vous regardez le petit pictogramme, ce pictogramme signifie que le véhicule est équipé d'un témoin de pression de pneus. Les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et C. Question numéro 32. Je reste sur cette voie pour tourner à gauche à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regarde bien sur la voie dans laquelle on est. On a un marquage au sol. C'est ce qu'on appelle une signalisation horizontale. Donc, ce marquage au sol est matérialisé par une flèche qui va à gauche. Donc, effectivement, ici, si je reste sur cette voie, à la prochaine intersection, je tournerai à gauche.
Donc je suis très bien placé pour tourner à gauche à la prochaine intersection. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 33. Dans cette situation, je roule en feu de réponse A, croisement, réponse B, route. Alors, ici, on roule de nuit en agglomération éclairée. Donc, il est interdit d'utiliser ces feux de route. Je roule en feu de croisement. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. Après la signalisation, A, je maintiens mon allure. B, je ralentis. La signalisation indique C, un débouché de vélo venant de gauche ou de la droite. D, une piste cyclable. Alors, plusieurs choses. Déjà, la signalisation. Alors, on a un premier panneau qui est un panneau de priorité. Donc, ce panneau vous indique que vous avez la priorité ponctuelle, donc à la prochaine intersection. Et juste en dessous, un panneau de danger qui indique un débouché de vélo venant de la gauche ou de la droite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des règles de préséance. Lorsqu'un panneau est situé en dessous d'un autre panneau, cela veut dire qu'il dépend de ce panneau. Clairement, ici, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que le débouché de vélo viendra aux abords de la prochaine intersection. Alors, ce panneau signifie également qu'il y aura donc un débouché de vélo et donc qu'il y aura soit une piste cyclable, soit une bande cyclable. Alors là, étant donné qu'on aura une intersection, même si on a la priorité, on aura affaire à un débouché de vélo. Donc, je dois ralentir. La bonne réponse est donc la réponse B. Ensuite, la signalisation indique. Donc, on a le choix entre un débouché de vélo venant de gauche ou de droite, ou alors une piste cyclable. Alors, ce panneau, qu'il faut connaître, indique un débouché de vélo venant de gauche ou de droite. Il indique donc aussi une piste cyclable ou une bande cyclable. On ne sait pas encore. On ne sait pas. Donc la bonne réponse, ce sera la réponse C. Je vous invite fortement à aller dans la formation. On vous expliquera tout. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que t'as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que t'as pas les notions essentielles. Voilà. Que t'as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, t'as été mal formé, parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Et puis, c'est bête de pas vouloir te former, parce que, par exemple, nous, on a mis en place une plateforme où tu peux te former à partir de 9,90 €. 9,90 € pour être formé correctement. En plus, si tu choisis de prendre la formule Mon code en 10 jours pour avoir ton code plus rapidement, t'es remboursé à 100% si tu échoues à ton examen. Juste en montrant ta preuve d'échec. Voilà. Donc, écoutez, moi je vous conseille vivement de vous former, sachant que vous savez, ça coûte pas cher. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt à mettre 9 € ou 40 € pour vous former correctement au code de la route, sachez que juste après, c'est le permis de conduire, c'est la conduite. C'est-à-dire que le permis de conduire coûte en moyenne 2000 € à peu près. C'est 37 heures en moyenne d'heures de conduite pour obtenir son permis en France. À peu près 2000 €, quoi, un peu moins. C'est 1800 €. Donc,
Si t'as pas 40 € ou 10 € pour te former au code de la route, ça va être compliqué de passer ta conduite et donc ton permis de conduire. Parce que là, ce sera 2000 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 35. Favoriser les transports en commun permet de réduire le nombre de véhicules en circulation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Effectivement, favoriser les transports en commun permet de réduire le nombre de véhicules en circulation. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 36. Le réservoir du liquide de refroidissement se trouve, réponse A en A, réponse B en B. La jauge du niveau d'huile se trouve, réponse C en B, réponse D en D. Alors, on va se faire un petit récapitulatif sur les équipements, notamment les équipements qu'il y a sous le capot. Donc en A, ça c'est le réservoir du liquide de refroidissement. En C, ça c'est le réservoir d'huile. En D, la jauge du niveau d'huile. En B, liquide de frein. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 37. Le piéton a la priorité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je refuse la priorité au piéton, je risque. Réponse C, une perte de 6 points. Réponse D, une perte de 3 points. Alors, sache que tu es dans l'obligation de céder la priorité au piéton à un passage piéton. Le cas contraire, ça c'est ce qu'on appelle un refus de priorité piéton et c'est sanctionné par une contravention de 4e classe, une perte de 6 points sur le permis de conduire et 135 € d'amende. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 38. Dans cette aire de repos se trouvera, réponse A, un débit de boisson, réponse B, un hôtel, réponse C, un restaurant, réponse D, un camping pour caravane. Alors, comme le montre la signalisation, dans cette aire de repos, on trouvera quoi ? On trouvera un débit de boisson, on trouvera un hôtel, on trouvera un restaurant. Par contre, aucun panneau de service concernant un camping pour caravane. Les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et C. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs.
Alors, je reçois plusieurs messages de votre part. D'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire que il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. L'acuité visuelle doit être au minimum de 5 dixièmes, réponse A, 7 dixièmes, réponse B, 4 dixièmes, réponse C. Alors ça c'est une question récurrente dans les examens de la nouvelle réforme. C'est vraiment, faut que vous le sachiez par cœur. Donc l'acuité visuelle aux deux yeux doit être au minimum de 5 dixièmes. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. Le véhicule devant moi roule lentement. Je le dépasse immédiatement. Oui réponse A, non réponse B.
Alors, regardez sur le rétroviseur de gauche, on a une voiture noire qui est en train de nous dépasser, en tout cas qui va nous dépasser. Donc, ici, ce que je fais, c'est que j'attends que ce véhicule me dépasse pour ensuite dépasser le véhicule rouge qui est devant moi. Donc, ici, je ne le dépasse pas immédiatement. La bonne réponse est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.